Si tu devais être exécuté publiquement, tu choisirais quel mode d'exécution? Qu'est-ce que tu penses de ton propre corps? T'as des belles anecdotes de livreur de pizza ou pas? Est-ce que t'as des amis de droite? T'as déjà failli mourir? T'avais une meuf à la maternelle? Tu sais te battre. Si on te disait tu vivras jusqu'à 75 ans en parfaite santé, mais ensuite direct tu meurs, ou enfin est-ce que t'acceptes le deal? Ça ne veut rien dire. C'est pas possible, ça n'existe pas ce deal dans la vraie vie. Non, mais tu je te vivras... demande Mais attends, excuse-moi, tu vivras jusqu'à 97 ans, mais peut-être tu meurs demain. Bah du coup, je vis pas jusqu'à 97 ans. Non mais il y a une incertitude. Bah du coup, j'ai pas le choix de vivre jusqu'à 97 ans. Non mais tu fous de ma gueule ou quoi? C'était un exemple dans... Ça marche pas du tout. Alors, est-ce que toi, tu préfères la vie, vivre ou est-ce que tu préfères peut-être mourir demain? C'est quoi cette question? Farid, bonjour. Salut. Ah, c'est comme ça? Mais bam, direct. C'est fou ce qui se passe. Ok. Lui, il est toujours là ou vous avez mis un mec stylé parce que je suis... C'est vraiment... Genre, c'est pas vrai, c'est pas son vrai métier, c'est pas vrai. Ce gars-là, il fait un autre truc. C'est un acteur qui vient d'être formé au son vraiment très très bien. Arrêtez. Vous l'avez casté la semaine dernière. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une petite communauté des visages. Ouais. Oui, alors encore une fois, je vous connais, vous allez vous dire, mais attends, mais vous êtes où là? C'est pas le même décor que d'habitude. Vous allez dire comme ça. Je suis sûr que vous allez dire ça. La première chose, c'est oui, vous avez raison, ce n'est pas le même décor que d'habitude. Mais il y a une explication très simple, c'est qu'on a déménagé. Combini a déménagé. Et si vous aviez regardé l'épisode de M, vous le sauriez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire que regarder l'épisode de M, hein? Eh ben, pas grand-chose. Bon, j'avoue, ça a pas l'air complètement fini, ce décor. Ça fait un peu cafétéria de AB Productions. Mais on a mis quand même des petits trucs sympas ici ou là. Et d'ailleurs, si vous zoomez sur le décor, vous verrez, il y a plein de petites blagues pour vous. Allez, bon épisode. C'est hyper rare que je reçoive des gens qui s'appellent comme moi. Avec un S? Oui, ouais, putain. Parce que David Castelo Lopes. És português. Eu sou português do caralho, não é nada. Pá. Sim. Não pareces com português, pareces espanhol. Podemos falar português, porque tenho os olhos azuis. E também falas bem português? Sim, falo bem. Falas com os teus pais? Os dois pais são portugueses? Os meus pais já não estão vivos, mas quando eram? O meu pai era português e a minha mãe falava português também, porque aprendeu com o meu pai. E sim. Então em casa falavas português? Falava português quando estávamos em Portugal. Quando estávamos em Paris, falávamos francês. Então moravas lá em Portugal? Sim, sim. É por isso que falas assim tão bem português? E tu também moraste em Portugal? Só 18 meses. 18 meses. Fiz a escola lá, sim. Mas não voltaste lá? Lembro de uma entrevista com o... Como é que ele se chama? Este humorista franco-americano. Não, americano. Putain, comment il s'appelle? Louis Dubourg? Non, un américain. Marx. Ah, Sébastien Marx, j'ai fait un podcast avec lui? Oui, il y a longtemps, peut-être il y a 8 ans. Ah ouais, non, on est parti 18 mois au Portugal. Ah, mais oui ouais. Pardon, je pensais que tu avais passé tes 18 premiers mois et je me souvenais que tu avais joué aux jeux vidéo, tu avais fait des trucs, je dis putain, ouais, précoce le gars. Non, je suis né en France, grâce à Dieu. Et après, ma mère, elle a eu la phase de ça y est, on va au Portugal, j'en ai marre de la France. Tu sais, là-bas, c'est un pays beaucoup plus social. Oui. Donc, l'école, c'est complètement différent. Le rapport à la scolarité, il est différent. Et puis, la vie, elle est un peu plus douce. Oui. Et j'avais cette image de... T'avais une espèce de centre dans lequel tu jouais aux jeux vidéo. Tu pouvais aller jouer aux jeux vidéo facilement, quoi. Mais tout le temps, quoi. C'est flippant un petit peu. C'est très précis comme... Mais si tu veux, en fait, j'ai écouté ce podcast avec Sébastien Marx, mais il y a longtemps, quand il est sorti. Mais t'étais où, toi, au Portugal? Moi, j'étais à côté de Lisbonne. Ok. Pas très loin. Toi, t'étais où? On était à Barreiro. Barreiro, ouais. Vraiment pile en face de Lisbonne. Oui. Et en fait, on avait vraiment un centre où il y avait toutes les consoles de jeux vidéo. Oui. Et il n'y avait pas vraiment d'abonnement. C'est un peu comme quand tu allais à la bibliothèque, oui. Tu vois. Donc c'était très peu cher, ça correspondait à moins de 5 €. Et tu pouvais passer l'après-midi là-bas. Il y avait la Nintendo 64, tu vois, la Sega, tous les jeux que nous, on n'avait pas à la maison. Oui. Et donc, c'était un espèce de centre qui faisait 3 fois la taille de cette pièce. Oui. Et tu pouvais y aller. Et nous, t'imagines, on a, je sais pas, 12-13 ans. Ouais. C'est la folie pour nous. Tu m'étonnes. Et genre toutes les consoles pour 5 €. Toutes les consoles. Et l'école là-bas, c'était de 9h30 à 15h. Oui. Y avait des cours d'échecs. Il y avait une cafette à l'école primaire. Oui. Donc, tu pouvais aller à la cafette, à la récré. Enfin, c'était... Tu te sentais dans un lycée américain. Ouais. Et c'est fou parce que... c'est souvent dépeint comme un pays qui est plus pauvre, beaucoup plus pauvre que la France, qui est le cas.
mais le niveau de vie, en tout cas la qualité de vie est très différente. Ouais. Et c'est, par exemple, tu sais, le pass qu'on a nous maintenant, qui correspond au pass Navigo, il y a plus de tickets maintenant. Ouais, T'achètes un ticket et tu bipes. Mais ça, au Portugal, ça existe depuis 15 ans. Ben, moi, un des trucs dont je me souviens, c'est que l'autoroute, c'était quand même une des premières autoroutes au Portugal, et c'était en 91, donc elle a eu un petit retard quand même d'autoroute, Ouais. au niveau des autoroutes. Mais quand ils l'ont mise en place, il y avait le truc où tu n'avais pas besoin de t'arrêter au péage, à Via Verde. Oui, Via Verde. Via Verde. Ouais. Et c'était genre, c'était le futur de l'espace, et c'était au Portugal. Mais Quoi. tu sais, même la carte d'identité, tu sais, nous maintenant on a le permis de conduire qui est une carte, Ouais. c'est pareil, au Portugal, Ouais. ça existe depuis plus de 10 ans. Ouais. Donc il y a vraiment, tu sens que le pays va dans le sens d'améliorer la vie des gens, Ouais. de faciliter le quotidien des gens, et tu sens vraiment l'argent. Alors, comme dans tous les pays, il y a des problèmes liés au choix des politiques, mais tu sens que le sens va dans l'idée qu'on puisse avoir une vie qui est plus simple. Ouais, ouais. Ouais. Toi, donc, tu as encore un rapport fort avec le Portugal aujourd'hui? Je vais te faire une confidence. Je détestais le Portugal, moi, quand j'étais petit. Oui. Ouais. Parce que, tu sais, le sentiment... on va tomber très vite dans des sujets... le sentiment de ne pas appartenir à un pays comme la France, au Portugal, je l'avais encore plus, parce qu'au départ, il y avait la langue qui s'ajoutait à ça, tu vois. Donc, il y avait évidemment beaucoup de Capverdiens, mais moi, je venais en tant que, évidemment, enfant issu de l'immigration noire, mais en plus français. Oui, au Francio. Exactement. Donc j'étais, ça a rajouté une couche à la distance que j'avais par rapport à la norme que je voyais autour de moi. Donc j'ai mis beaucoup de temps. On y allait quasiment tous les ans au Portugal quand j'étais petit, parce que ma grand-mère elle habite là-bas. Et donc et j'avais ça aussi, ça a ajouté au sentiment un peu négatif sur le Portugal, c'est que j'avais 2 petites cousines. Tu vois ce sentiment du petit frère qui a le droit de tout faire. Oui. Et ben nous on avait des grands-parents qui étaient vraiment très durs. Tu sais, moi, à la maison, ma grand-mère, c'était la matriarche. Ouais. C'est elle qui... et mon grand-père, nous, on a cru toute notre vie que c'était le grand-père le plus dur, mais en fait, c'était notre grand-mère. Et l'attitude qu'ils avaient, eux, qui était très dure avec nous, tu sais, on rigolait pas avec eux, on voyait leurs dents que quand ils parlaient avec des adultes, tu vois. L'attitude qu'ils avaient avec les petites cousines, c'était genre, mais comment elles ont le droit... Genre, elles te tutoient, de quoi tu parles? Tu comprends? Oui, et en fait, du coup, on avait une espèce de jalousie, d'aigreur vis-à-vis de nos cousines au Portugal. Et puis en plus, vu qu'elles étaient métisses, mais elles étaient vraiment plus claires de peau, il y avait cette sensation que elles étaient pas exactement comme nous et que du coup il y avait un truc de privilège, tu vois. Mais très jeune, on était dans ça sans mettre les mots que je mets aujourd'hui. Et donc j'avais une espèce de d'aigreur vis-à-vis du Portugal. Mais vraiment focalisé sur les privilèges de tes cousines qui étaient plus portugaises que toi en fait. Exactement. Ouais. Et qui appartenaient à quelque chose auquel j'appartenais pas, qui maîtrisait une langue que moi je maîtrisais pas, donc qui communiquait plus facilement avec tu sais la grand-mère qui parle portugais. Nous évidemment on le parlait mais avec un peu plus de difficulté. Mais avec le temps, c'est marrant, les souvenirs que tu as pendant l'enfance, c'est toujours une douce Madeleine quand tu grandis. Peu importe où c'est, sauf si tu as vécu évidemment des choses tragiques. Chaque fois que je repars au Portugal maintenant, et tu vois le fait... Oui, il y a des petites madeleines de merde des fois. Ouais, oui, il y en a. Il y a des petites madeleines qui ont dépassé la date de péremption. Oui, voilà. Non, pas terrible, un peu sec. Ça doit pas être croustillant ça normalement. C'est voilà. Oui, non, mais en fait, même des mauvais souvenirs peuvent devenir des bons souvenirs en parce qu'ils sont anciens. Tu te rends compte que c'est pas des mauvais souvenirs. Ouais. Tu vois là par exemple, l'échange qu'on a eu en portugais, ça vient tout de suite toucher l'émotionnel en moi et une espèce de comfort zone, tu vois. Alors que c'était pas le cas plus petit. Je pense que je suis en train de vieillir tout simplement. Mais aujourd'hui, je vois à quel point les Méditerranéens cristallisés dans la culture du Portugal, c'est vraiment beaucoup plus proche de ce dans quoi j'ai grandi culturellement que les échanges que j'ai pu avoir avec mes amis ici en France. Tu vois, il y a un truc, plus tu te rapproches de la mer, plus tu te rapproches du sud, et plus il y a une chaleur, une facilité. Tu vois, ma grand-mère, elle le dit systématiquement quand elle vient ici. Dès qu'elle retourne au Portugal, elle dit « mon Portugal », alors qu'elle est du Cap-Vert, ma grand-mère. Mais elle dit, tu sais, le rapport aux gens, il est plus facile, les échanges, l'entraide. Il y a un truc de ton voisin, c'est pas le gars qui habite de l'autre côté de la porte. Si vous êtes dans la même habitation, il y a un truc beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus familier. Ouais. Mais en France, ça devait être...
ça devait être derrière un peu ton identité portugaise par rapport à... Je l'avais pas du tout. Tu l'avais très peu, ouais. En fait, nous, et ça c'est un truc que je remarque beaucoup en vieillissant, c'est que on était déjà dans toutes ces considérations liées à notre apparence vis-à-vis des autres. On était très, tu vois, au collège, il y avait beaucoup les Antillais d'un côté, les Africains de l'autre, et par ethnie, et puis les Maghrébins, mais c'était pas confrontationnel. Mhm. Mais il y avait vraiment un truc d'appartenance assez fort. Oui. Tu vois, la façon qu'on avait de revendiquer le zouk, de revendiquer le dancehall, ou même de revendiquer le fait de porter une banane Lacoste, tu vois. Nous, enfin moi, ça me paraît fou aujourd'hui quand je vois le shift, ce qui est bien. Hein. Mais tu vois, à l'époque, tu portais des TN, t'étais une Kaira. Tu vois, il y avait un truc d'identité qui était vraiment ancré et auquel j'avais pas autant conscience à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a vraiment, vraiment grandi dans ça. Donc j'ai vraiment grandi dans le fait que j'appartiens au continent africain. Que, en fait, on est ici parce qu'il y a un hasard qui fait qu'on a atterri ici. Mmh. Mais notre identité, elle est liée à autre chose que le pays. On a vraiment grandi là-dedans, ce qui, avec le recul, peut être une erreur ou non. J'ai pas le bon jugement là-dessus encore. Mais c'était pas du tout le Portugal. C'était pas du tout lié à la ville dans laquelle on a grandi, tu vois. On était vraiment... Il y avait vraiment une distance vis-à-vis de l'endroit où on a grandi. À quel point on t'a mis un Z souvent à ton nom, Lopez ? À quel point on a réussi à mettre un S, ouais. C'est ça la question. C'est quoi ton... Parce que moi, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, genre, je corrigerai 100% des fois. Moi, il y a des moments où... il y a des moments où je laissais, parce que, tu sais, ça faisait genre Jennifer Lopez. Et genre, peut-être il y a un lien, tu vois. Je crois que... Ouais, il y avait un truc un peu cool dans les années 90, début 2000. Ouais, laisse le Z. Je suis d'accord que oui, parce qu'il y a ce truc que oui, le monde hispanophone, il est un peu plus cool que le monde lusophone, à l'exception du Brésil qui est au-dessus, quoi. C'est un peu énervant. Faut pas me parler du Brésil. Ouais. Le Brésil, c'est vraiment... ça peut me faire pleurer. Ouais. De joie ? Ouais, Rio, c'est mon objectif de vie. Je pensais que j'avais plus d'objectifs dans ma vie. Ouais. En fait, Rio, c'est mon objectif de vie. Mais c'est assez atteignable, non ? Je sais pas. Ouais. Parce que tu vois, le métier que je fais, en tout cas, ma passion, parce que je fais plein de trucs à côté maintenant, mais monter sur scène, je pourrais difficilement le faire au Brésil. Ouais. Et puis, pour avoir 2 résidences, il faut, tu vois. Oui. T'es né en 1991 à Saint-Maur-des-Fossés. Ouais. C'est une des villes de France. C'est une des villes de France qui a un des noms les plus sinistres, quoi. Saint-Maur-des-Fossés, quoi. Saint-Décès du Trou. Ou alors c'est une ville qui est très bien protégée. C'est vrai. C'est une ville très sécure. Avec un fossé comme ça autour. qu'ils veulent voir. Il y a un fossé. Frère, si tu viens, fais gaffe. À tout moment, tu peux tomber. Viens pas si on t'a pas invité. C'était bien, Saint-Maur-des-Fossés. En fait, moi, j'ai grandi à Saint-Maur-Créteil. Oui. Parce que Saint-Maur-des-Fossés, dans ma tête, j'y ai joué il y a pas si longtemps. Ouais. C'est un peu chic, non ? C'est très chic. C'est très chic, ouais. Mais justement, c'est pour ça que je t'ai dit... Saint-Maur ? Moi, je suis à Saint-Maur-Créteil. Donc, les gens qui connaissent Saint-Maur voient un peu la différence. C'est que Saint-Maur-Créteil, comme ça porte son nom, c'est vraiment collé à Créteil, collé à Joinville-le-Pont. Et là-bas, c'est vraiment la sortie de Saint-Maur. Et autour, il y a donc la cité du pont de Créteil. Il y a la cité de Barbus, qui est assez connue à Joinville. Et le parvis de Saint-Maur-Créteil, c'était un peu les Avengers des mecs des quartiers autour. Donc, t'avais Champigny, des gars de Noisy, et ils venaient tous ici, ils venaient tous là le soir. Et c'est marrant, j'ai jamais réussi à raconter ce truc sur scène, mais mon père, mon père, ça a toujours été mon héros, tu sais. Et ces gars-là, nous, on savait que c'était des gars, tu sais, ils arrivaient avec des grosses R1. Il y avait à l'époque TLF qui traînait là-bas. On croisait Rof qui venait au grec. Enfin, tu vois, c'était vraiment l'endroit. Je sais pas pourquoi, il y avait un conglomérat des gars de tout le quartier. Et mon père, tu vois, mes parents, ils ont fait leur vie à essayer d'éviter qu'on soit dans des HLM. Parce qu'ils voulaient qu'on grandisse loin de tout ça. Et il se trouve qu'on avait un appartement qui n'était pas dans un HLM, mais face à ce...
Et mon père, qui lui faisait tout pour nous distancer de ça, on a une éducation, tu sais, très tournée vers l'éducation, vers l'école, vers la réussite scolaire, etc. Il disait bonjour à ces gars. Et je dis putain, c'est fou, mon père, il est hyper respecté dans le quartier. C'est le mec qui lui disent bonjour, quoi. À chaque fois qu'il les croisait, ça va. Je dis, putain, c'est quelqu'un, mon père. Et j'ai compris. Il checkait Rof. Il checkait, alors pas Rof, oui. Parce que Rof, il traînait pas, il y avait son frère qui traînait beaucoup là-bas. Et donc, il checkait les gars de là-bas. Et tu sais, mon père, c'est quelqu'un, il avait des rastas quand il était plus jeune, mais moi, je l'ai toujours connu très bien coiffé, petite chemise, toujours propre sur lui et tout. Et j'ai appris des années après qu'en fait, mon père, il dormait jamais sans fumer un joint. Et donc, en fait, c'est pas qu'il était respecté, c'était leur client. Et c'est pour ça qu'il les connaissait. Oui. C'est juste qu'il leur achetait, tu comprends. Mais ouais, en gros, Saint-Maur Créteil, c'était vraiment c'était le côté un peu plus populaire de Saint-Maur. Mais moi, donc j'ai grandi, le collège dans lequel j'étais, c'était très très mélangé. Donc, tu avais les gars qui venaient des cités alentours. On a même des scènes des grands du quartier qui viennent mettre des coups de pression au directeur parce que, des choses qui sont mal passées. Et vraiment, le lycée collé à ça, c'était un lycée vraiment de l'élite. C'est l'une des prépas. Ça a été longtemps le lycée Marcelin Berthelot, le premier lycée public du Val-de-Marne. Parce qu'ils castaient à l'entrée, tu ne pouvais pas rentrer en dessous de 16 de moyenne. Et moi, je suis rentré là-bas, pas parce que j'avais 16 de moyenne, mais parce que c'était illégal. Donc, ils ont démantelé ça. Et donc, ils ont dit, maintenant, vous prenez les gens du secteur. Du secteur, quoi. Et du coup, moi, je suis rentré là-bas, alors que je ne serais jamais rentré dans un lycée pareil si c'était qu'avec les notes. Parce que moi, j'étais toujours le gars, autour de 11 de moyenne, quoi, qui s'en sort tout juste. Et en fait, je me suis retrouvé vraiment avec des gens dont les parents sont millionnaires, quoi. Là, aujourd'hui, je réalise parce que maintenant que j'ai un peu réussi ma vie, j'ai fait en sorte que ma mère, elle soit un peu plus profonde dans sa mort défoncée. Oui. Tu comprends? Et du coup, quand je vais chez ma mère, maintenant, on est un peu plus loin dans le 94, mais quand je traverse Saint-Maur aujourd'hui et que je revois les quartiers, les maisons, des amis que j'avais qui étaient au lycée, je me rends compte à quel point c'était des gens vraiment, vraiment aisés. Et donc, j'ai grandi pile entre ces deux mondes, entre des mecs qui ont mais vraiment, c'est même pas une blague, qui ont des Mini Cooper S, alors qu'ils n'ont pas encore le permis. Mais elle est devant le garage à attendre qu'il passe le permis, et le gars, je sais pas encore, truc. Et j'ai grandi entre ça et les gars devant chez moi dont je te parlais, qui arrivaient en R1, qui... on savait du jour au lendemain, on pouvait ne plus les voir pendant des mois, on savait pourquoi. Tu vois. Mais c'est l'image que j'avais, parce que je connais le lycée Marcelin Berthelot, parce que c'est là que j'ai passé mon bac portugais. Incroyable. En 99. Et je me souviens que ça m'avait impressionné comme genre, wow. Puis en plus, c'est un bâtiment, je sais pas si je crois que. Il est fou. C'est un côté martial, quoi. Ouais. Une espèce d'immense usine. Ouais. Est-ce qu'on t'a raconté des choses sur la façon, sur les circonstances dans lesquelles t'as été conçu? C'est une question je suis très étonné que tu te sois projeté jusque là et je suis content que t'aies jamais vu mes parents, parce que ce serait encore plus chelou. Ça veut dire que t'aurais des images en tête et tout. J'ai envie de dire 80% des gens disent mais attends, c'est quoi machin, et 20% disent oui non, c'était dans la neige machin, ou dans une voiture. Mais qui raconte ça à ses enfants? Peu de gens. Mais les parents c'est lesquels? Les parents de Guillaume Canet, Quickie dans la neige. C'est dingue. Ouais. Donc t'as pas d'infos dans la neige. Dans la neige, ouais. Ah ouais, oui, c'est précis. Puis s'aimer, hein. Ouais, ça devait être au début. Hein, c'est Michael Youn. C'est pas du tout Guillaume Canet. Non, parce que c'est Michael Youn qui l'a dit, quoi. Ouais, Michael Youn, ses parents Quickie dans la neige. Et, ça a plus de sens, bizarrement. Oui. Là, je le vois. Ok. Ouais. Non, c'est vrai. On a l'impression, parce qu'on s'imagine très bien Michael Youn faire des quickies dans la neige. Donc, on se dit que ses parents, c'est des mini Michael Youn qui faisaient la neige. On se dit, évidemment, ça donne Michael Youn derrière. Ça donne Michael Youn derrière, quoi. Ouais. Donc, t'as pas d'informations sur ça, mais peut-être que t'as des informations sur t'étais un bébé plutôt bien, ou plutôt un bébé plutôt pas bien, pas. Alors, j'ai une information qui peut-être va t'aider sur ma conception, c'est que mes parents, ils se connaissent depuis tout petit. Oui. Parce que ma grand-mère, la mère de ma mère, c'est la marraine de mon père. Ok. Et donc, en fait, mes deux grand-mères, quand elles étaient jeunes, avec une troisième amie, elles étaient
meilleures amies. C'est elles elles sortaient ensemble et tout. Et donc mes parents, quand ils avaient 4-5 ans, ils étaient déjà amoureux. Ils se tenaient la main et ils se disaient déjà que c'était... T'es devenu chichaton, d'accord. D'un coup, tu sais. Non, mais ça te chatonnerait n'importe qui, là, cette histoire, excuse-moi. Et du coup, dans l'adolescence aussi, ils étaient donc, enfants, après ils ont fait leur vie. Ensuite, dans l'adolescence, ils étaient encore... c'était les amours d'adolescents. Oui. Et ensuite, ma mère a quitté le Cap-Vert à l'âge de 14 ans. Et donc, elle est allée au Portugal. Ensuite, ils sont allés en France. Et quand elle était en France, elle a eu une histoire avec un homme et elle est tombée enceinte de mon grand frère. Cet homme n'a pas assumé. Et donc, quand mon grand frère avait l'âge de 3 ans, mon père est arrivé en France. Et donc, il a retrouvé ma mère quand elle avait déjà un enfant de 3 ans. Et lui, il dit qu'il a d'abord été charmé par mon petit frère, qui était un petit garçon un peu joufflu et tout, avant de retomber amoureux de ma mère. Et donc, avant d'avoir mon frère, enfin avant de naturaliser mon frère comme étant son fils, il avait déjà eu 2 enfants. Il a eu des enfants après. Ma mère a eu un enfant après avec un autre homme, mais je suis le seul enfant de cet amour-là. Et aujourd'hui, mes parents, ils sont toujours meilleurs amis. C'est trop bizarre parce que c'est genre... Je racontais ça sur scène il n'y a pas longtemps. Genre, ma mère, c'est vraiment, tu sais, l'ex de mon père avec qui il y a encore moyen, tu vois. Mais ils sont très amis. Il y a des survivances de leur... Enfin, ils continuent. En fait, si tu veux... Ils sont encore un petit peu amoureux et ils font des choses ? Non, en fait, ils sont meilleurs amis, quoi. Ouais. Tu vois, ma grand-mère, c'est... ma grand-mère, des fois, quand elle m'appelle, elle se trompe. D'abord, elle appelle mon père et ensuite, elle m'appelle. Oui. Tu comprends ? Donc, c'est vraiment... à Noël, c'est normal que mon père, il soit là. Ouais. Tu vois, la sœur de ma mère, c'est la marraine du frère de mon père. Tu comprends ? C'est vraiment deux familles qui sont assez proches, quoi. Ma mère, là, dès qu'il y a des sujets de santé, bah, on va se prendre des coups de pression de mon père parce que c'est son ami, quoi. Ouais. C'est sa meilleure amie. Tu te souviens d'un truc qui te faisait genre d'une blague de l'enfance qui te faisait mourir de rire? Tu te disais genre, ah, c'est génial. Pas de l'enfance. J'ai une blague juive qui est peut-être l'une de mes blagues préférées. Ouais. Mais qui est venue plus tard. Donc. Mais qui est venue beaucoup plus tard, ouais. Mais de l'enfance... Tu sais, ces moments où tu vas genre dire un gros mot déjà, c'est bien, c'est très très bien. Ouais. Plusieurs à la suite, c'est génial. Je sais qu'il y avait les blagues, tu sais, à l'époque, les blagues qui avaient beaucoup de succès, c'était... il y a 3 gars dans un avion, un Chinois, tu sais, c'était ces blagues qui étaient un peu racistes, d'ailleurs. Oui. C'est ça, hein. On a grandi avec des blagues racistes, finalement. C'est ça le mot, mais moi, j'étais biberonné à Comédie Plus. Ouais. Et la blague juive, tant qu'à faire, si elle est bien. Ah, qu'est-ce que c'est drôle, putain. Ouais. C'est tellement énervant, les gens. Parce que c'est marrant, c'est ces blagues, tu dis, mais qui a pensé à ça et pourquoi ? Pourquoi t'as pensé à... Putain, si je racontais ce truc drôle, tu vois, alors, la blague, c'est... Je connais pas tous les détails bien, mais c'est une veillée funéraire. Oui. Et donc, il y a un touriste qui fait un road trip et il se retrouve dans ce village juif très traditionnel. Et donc, il y a une veillée funéraire et ils sont assis et donc il y a la veillée, c'est très solennel. Et il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « 33 !» Et il se rassoit et tout le monde rigole. Mm-hmm. Et le touriste dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « En fait, on adore les blagues. On a tellement raconté toutes les blagues que maintenant on dit juste le chiffre. Et ça suffit, tout le monde se rappelle de la blague et on rigole. » Il y a quelqu'un d'autre qui se lève et dit « 47 !» Tout le monde rigole. Il dit « Putain, c'est fou, et vous connaissez toutes les blagues comme ça par cœur ?» Il dit « Ouais, comme ça on gagne du temps, tout le monde... » Il dit « Putain, ok. » Là, il y a un mec qui se lève et dit « 22 !» Silence, il se rassoit. Il dit « Là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Bah, il l'a très mal raconté. » C'est une bonne blague. C'est tellement très drôle, très bien. C'est terrible. Il y a tout ce qu'il faut dans la blague. Ouais. Et elle est juive, pourquoi ? Parce qu'elle est drôle, je sais pas. Ah oui. Parce que moi je m'attendais à ce qu'il y a des juifs dans. Mais oui, en fait non, c'est juste que non. C'est juste une blague connue dans la communauté juive. Quoi. Il y a plein de blagues comme ça dans la communauté juive qui. C'est comme tu sais, il y a la blague de la mère qui reçoit son fils après des années.
Ça fait 5 ans qu'elle a pas de nouvelles de lui. Il l'appelle, il dit maman, je viens. Il dit mais il y a pas de souci, viens à la maison, viens dormir. Il revient de New York et il dit mais faut que je te dise, voilà, j'ai une copine. Il dit mais c'est super, viens, t'inquiète pas, il y a de la place et tout. Je dis, on s'est marié, mais comment tu me dis pas que tu t'es marié? Elle dit viens, t'inquiète pas, il y a la place. Nous on dormira dans ta chambre et tout avec ton père et tout. Il dit il y a un autre truc que je t'ai pas dit, c'est que on a des enfants. Elle dit mais il y a pas de souci. Il dit maman, voilà, ma femme est noire. Elle dit mais tu rigoles ou quoi? Mais pour qui tu me prends? Venez, vous prendrez le lit que t'avais quand t'étais enfant. Ton père dormira dans le canapé. Les enfants ils dormiront dans notre lit. T'inquiète pas, y a pas de souci. Il dit mais maman et toi tu vas dormir où? Il dit mais moi t'inquiète pas, je raccroche et je meurs. Tu sais quoi, à mesure que tu l'as raconté, je me souviens que ma mère me racontait ça. C'est vrai? Exactement. C'est vrai parce que. C'est une blague. Voilà, c'est une blague. Le jouet suprême de ton enfance, le truc où, genre, si t'avais ça, c'était chambé, ou alors peut-être un jouet que t'as eu et où c'était le plus beau jour de ta vie. Ouais, moi c'était la voiture télécommandée. Ouais. C'était vraiment le truc. Il y avait ça et qui est, avec le recul, un jouet nul. Le circuit de voiture, tu te rappelles ça? Bien sûr. Et juste t'appuyais et ça sortait à tous les coups. Oui. Non, justement, il fallait faire ouais. pour que ça fasse les virages. Mais c'est nul. Non, mais on est d'accord. C'est vraiment naze comme truc. Tu contrôles rien. Il y a pas moyen de t'améliorer, tu vois. C'est vrai que tu peux pas. Bah si, tu peux faire justement. Il y a cette petite courbe de progression qui est genre, mec, négocie tes virages. Ah voilà. Ouais, toi t'as dosé. Hein, j'ai dosé le truc, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport aux jeux vidéo ensuite, ouais, c'est pas bien. Ça n'a aucun sens. Donc ouais, les moi, c'est la voiture télécommandée. Et t'en as eu parce que ça j'ai jamais eu, mais je sais qu'il y a des gens qui avaient celle où tu mets un peu d'essence. Non. Ouais. C'était des trucs avec tu la branchais. Mais pile, quoi. On avait pas loin, vers Champigny, il y a un immense parc qui s'appelle le parc du Tremblay. Et il y avait un truc qui a été un fantasme toute notre enfance, c'est que dans ce parc-là où il y avait terrain de rugby, foot, enfin c'est vraiment un truc énorme. Il y avait à l'époque un circuit que pour ces voitures-là, les voitures à essence. Et nous, on allait voir ça en se disant, tu sais, c'était quasiment notre objectif de vie, quoi. Ouais. C'est un jouet, mais tu mets de l'essence dedans. Mais je me souviens si fort du truc et souvent c'était des adultes. Oui. Mais du coup, nous, en les voyant, on se disait, mais ça va durer toute notre vie. Putain, on va pouvoir faire ça toute notre vie, c'est super. Mais je crois que j'ai jamais. Du coup, maintenant, j'aurais les moyens, en fait. C'est ça que je me dis, j'aurais les moyens d'acheter une voiture avec de l'essence. Mais aujourd'hui, tu sais que si t'as ça, ça veut dire que ta vie est compliquée. Ça veut dire que ça va mal. C'est vrai. Et ces gens qu'on enviait, parce qu'on se dit, putain, ils ont ça, en fait, leur vie était peut-être un peu triste, quoi. T'avais une meuf à la maternelle? Ah là là, putain, c'est terrible. J'avais 2 meufs à la maternelle. Ah ouais. Là, ça a conditionné tout le reste de ma vie. Ouais. T'avais 2 meufs à la maternelle? Des sœurs jumelles. C'est très grave. J'ai eu envie d'enlever mes lunettes. Et les jeter, normalement. Normalement, des jumelles, et on se faisait des bisous à tour de rôle. On dirait un titre de vidéo comme, tu vois. Il y a quand même maternelle dedans. C'est très délicat là. À part ça, le reste. Oh là là. Mais non, parce que quand t'es un petit peu, vous éditez quand même. Quand t'es enfant, tu peux pas être fil. C'est aussi. Tu vois, ça c'est juste la logique qui. Tu vois. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, ne mets pas là-dedans, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, c'était sous le toboggan, on se faisait des bisous à tour de rôle, quoi. C'est comme ça que a commencé ma vie amoureuse. Ouais. Où sont ces jumelles aujourd'hui? Aucune idée. Mais c'est marrant parce que je connais. J'ai connu très longtemps l'une de mes amoureuses de la maternelle qui était la fille de l'une des dames de cantine, Mélanie Tridon, avec qui je suis sorti après au collège. Et j'ai su des années plus tard que c'était la fille dont j'étais amoureux quand j'étais en maternelle. Donc il y a eu un suivi. Ouais, il y a eu un espèce Non, il y a une espèce de constance de goût, finalement. Oui. Parce que j'étais attiré par la même fille des années plus tard. Le gars est très... tu vois. Putain, et attends, parce que t'as dit que t'avais 2 meufs à la maternelle, donc il y avait même une troisième, puisque Mélanie Tridon, c'était aucune des 2 jumelles. Oui, mais attends, chaque année, ça changeait. Tu vois, ou semaine, je sais pas. Putain. Tu te rappelles, toi, de tes amours de maternelle? Mais moi, j'avais pas d'amour de maternelle. C'est vrai? Si, il y avait des filles dont j'ai pu être amoureux en maternelle, mais qui ne me l'ont pas rendu. C'est vrai? Oui. Les râteaux ont commencé très tôt. Mais comment on a un râteau quand on est enfant? Alors non, moi, maternelle, c'est un petit peu exagéré, c'est un peu lointain, mais si, je me souviens, CM1, Émilie
C'est fou de se rappeler des noms quand Ouais, même. C'est dingue comment ça nous marque. Et il me dit, je lui avais offert un livre. C'était, je crois, genre le tour du monde en 80 jours. Elle m'a dit, oh, tu me le dédicaceras. Mais bien sûr, c'était dans, je sais pas, j'imaginais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer entre nous. Non, ça s'est arrêté au fait de lui offrir ce livre. Mais tu vois comme elles sont conditionnées très tôt à dire non. Ouais, oui. C'est fort. Hein. Peut-être que je lui plaisais pas aussi. Ça, oui, bien sûr. Ouais, non, mais je veux dire, ouais. Tu sais, t'es très vite en tant que fille dans la posture de celle qui doit dire oui ou non. À laquelle on propose et qui dispose. Exactement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un peu fou. Ouais. T'étais pas bon élève, tu l'as dit. Non. Ouais. Non. Genre 11, t'as dit. Mais ça se voit un peu, non? Je suis trop nonchalant pour être un bon élève. Il y a une petite frange des gens que tu voyais et qui étaient tout à la fois. Tu vois, qui étaient genre il y en a très peu. Ouais, il y en a très peu. Et c'est vrai que c'est pas des gens qui te mettent très à l'aise parce que ça énerve, quoi. C'est tellement énervant. Ouais. C'est comme le mec qui est trop fort en sport ici. Ouais. C'est facile, quoi. Il a jamais fait le sport. Mais c'est encore plus énervant, les mecs qui ont des bonnes notes alors qu'ils font rien. Ouais. Ils font rien et juste ou même ils sont en train de parler, ils bavardent, on leur pose une question, ils ont la réponse. Ouais, moi c'était en fait j'ai jamais aimé le système scolaire, le principe d'essayer, parce que tu sens assez vite que la volonté de l'éducation nationale, c'est de te préparer à rentrer dans une entreprise plus tard. Oui. On te forme à suivre ce qu'on te dit, à accepter d'être formaté, tu vois. Tu dois apprendre ça parce que tu dois l'apprendre, c'est tout. Il y a quelque chose peut-être un petit peu logique, peut-être, c'est que quand même la plupart des travails, des emplois, c'est dans des entreprises. Donc ça maximise tes chances d'en avoir un. Mais il faudrait peut-être changer plus de choses que ça. Oui, mais je pense que c'est une certaine vision de l'entreprise aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi j'avais du mal avec l'idée que ce que cette personne il apprend, il est en train d'enseigner, il l'enseigne à 30 personnes en même temps, et il fait ça avec 5-6 groupes différents dans la journée. Et je réalisais que en fait, c'est pas que j'aime pas apprendre, j'adore apprendre de quelqu'un. J'adore avoir le sentiment que la personne elle est en train de me parler à moi et qu'elle adapte son discours et qu'elle essaie de me captiver. Tu vois, j'en ai eu des profs, mais je pense que j'ai eu 2 profs dans ma vie que j'ai trouvé vraiment bien, dont celle qui m'a fait devenir, entre autres, ce que je suis aujourd'hui. Mais l'école, c'était trop ennuyeux pour moi. Par exemple, l'histoire, je me rends compte que ça me passionne aujourd'hui. Mais normalement, je devrais trouver des gens dans ma scolarité qui me donnent la passion de l'histoire. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être un truc juste de maturité, quoi. C'est genre, putain, c'est quand même un âge pendant longtemps quand même où ton travail, c'est d'apprendre. C'est quand même très bien. Ouais. Et genre, il y a que tard dans ma vie où je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pas plus... Tu vois, t'as que ça à faire, c'est génial. Mais parce que c'est pas... normalement, ce qui doit aller avec ce que tu fais dans ton enfance, ça doit être constamment ludique. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que ce qui t'anime en tant qu'enfant, c'est le jeu. Et ça, on le voit pas simplement chez l'être humain. Les animaux, quand ils sont petits, ce qui les anime constamment, et c'est la façon qu'ils apprennent, c'est par cette façon-là qu'ils apprennent à chasser, à se battre, c'est le jeu. Et donc, normalement, c'est ce qui devrait être... Et le jeu, c'est pas... une fois qu'on a 6-7 ans, on arrête de jouer, tu vois. Ça devrait nous tirer jusqu'au bout. Tu devrais trouver l'angle, l'entrée qui fait que je vais m'intéresser à ça, et pas l'inverse. Pas je dois m'intéresser à tout prix, et moi trouver mon bonheur dedans, quoi. Et donc, j'ai toujours été l'élève... presque. Ouais. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai pas eu mon bac du premier coup parce que je suis pas allé au bac de portugais que j'aurais eu, tu sais. Ben oui. Ouais. Moi j'ai eu 18, je pense que t'aurais eu 19 parce que je suis, tu vois. Ouais. Mais pourquoi je sais même pas. Ça t'a saoulé, quoi. Non, je crois que j'ai oublié comme d'hab, quoi. Ouais. C'est quand la première fois que t'as pris conscience qu'il y avait des bails avec le zizi c'est Smalltalk le nom de... Non, c'est Deep Talk. Très très tôt. Trop tôt peut-être. Ouais. Tu te souviens de la première...
enfin moi je me souviens du moment où on m'a dit tiens en fait il y a un truc avec le zizi qui va dans et j'ai vu n'importe quoi. Très peu de temps après j'ai compris qu'en fait si la personne qui m'avait dit ça avait raison. C'était quand même comme ça que ça se passait. Je vais pas demander l'âge de cette personne parce que c'est... Ah non c'était tu sais c'est genre entre camarades quoi. Okay. Tu dis tiens on discute, ouais moi j'ai des infos, ouais non attends ça m'étonnerait, tu vois comme ça. Et après non moi je crois que j'ai vu un porno trop tôt aussi, genre 10-11 ans quoi. En fait, moi, je pense que c'était beaucoup plus naturel et organique que ça. Il y avait une attraction naturelle pour le sexe opposé. Ouais. Et donc, je sais pas de quoi ça vient. Mais oui, mais après, il peut y avoir l'attraction sans le fait qu'il y ait tu vois, où tu sens que ça passe par... Non, tu sais, le fait de jeunes, avec une camarade du même âge, se frotter, tu sais, touche pipi et tout, ça arrivait très vite. Mais de façon naturelle, sans avoir vu d'exemple, il y avait un truc assez naturel. Une des questions que je pose tout le temps aux gens dans Small Talk, c'est à quel point est-ce que tu étais cool au collège ? Est-ce que tu étais plutôt dans l'aristocratie, la classe moyenne ou le prolétariat du cool ? Et il n'y a pas une seule seconde où je peux imaginer que tu n'étais pas dans l'aristocratie du cool au collège. Est-ce que cette idée de classe au collège, est-ce que l'idée du cool, c'est un truc qu'on garde toujours, même après le collège ? Je pense. Je pense que ça compte moins, mais ça existe toujours. Mais même aujourd'hui, ça existe. Mais bien sûr, enfin ça existe. C'est juste que je pense qu'il se ramifie un petit peu. Ouais. Tu vois. Ça a moins d'importance. On arrive à trouver de la valeur ailleurs. Et tu peux être cool. Il y a quand même une petite éventail de façons d'être cool. Ouais. Alors que j'ai l'impression qu'au collège, c'est monobloc quoi. C'est-à-dire les cools, ils se ressemblent quand même tous et c'est une façon et tu peux pas avoir c'est genre telle façon d'être habillé. C'est être fort au foot par exemple quand putain c'est terrible ça. Et toi t'étais alors pas du tout fort au foot mais t'étais quand même cool. Je t'imagine pas te faire bolos, c'est ça que je veux dire en fait. Je connaissais les gens qui faisaient que je pouvais pas me faire bolos mais comment dire, je pense que ce qui caractérise le mieux mon rapport au reste du monde, c'est la nonchalance. Et donc, il y a ça et une volonté aiguë d'exister par le fait de me sentir différent. Et donc, je me suis jamais enfermé dans des groupes. Et moi, j'avais toujours ce truc de, si je veux, je peux être avec les mecs cool. Et si je veux, je peux parler à l'intello ou au geek de la classe. Et je montrais vraiment aux gens que je pouvais faire les deux. Mon lycée, encore une fois, c'était un peu particulier parce que moi, c'est un truc que j'ai plus vécu au lycée qu'au collège. Parce qu'au collège, oui, j'étais dans ce groupe de, tu sais, des mecs qu'on suivait un petit peu, qui faisaient les trucs cool, mais j'étais pas le leader de ça. Juste, si j'avais envie d'être avec eux, j'étais avec eux. Mais au lycée, c'était un peu plus exacerbé parce que, tu sais, il y avait les scooters, les mecs qui venaient avec les dernières marques, les trucs qu'on connaissait pas. Et donc, je pouvais pas totalement appartenir à ça parce que c'était vraiment des gens qui avaient des moyens qui étaient très loin de... tu vois, ils connaissaient... À l'époque, il y avait un mec... je sais pas si tu vois ce mec du lycée qui est tellement... Il est beau gosse, t'en entends parler avant qu'il arrive dans le lycée. T'as déjà eu ce gars-là? Je peux voir ce genre d'aura. Ouais. Mais vraiment comme dans les séries. Et donc on avait un gars comme ça qui s'appelle Raphaël à la... Vraiment, on aurait dit Johnny Depp plus jeune, un Amérindien, vraiment un vrai beau gosse. Et lui, sa mère, par exemple, elle allait faire du shopping avec lui chez Colette. On a 16 ans. Ouais. Je sais même pas ce que c'est, moi, Colette. Tu comprends? À l'époque. Et donc c'était vraiment un niveau social qui était extrêmement loin du mien. Mais ça ne m'empêchait pas d'être dans les soirées maison de ces gens-là, parce que j'étais connecté aussi aux bonnes personnes, parce que j'avais déjà un espèce de sens du style, parce que j'avais la connexion facile. Mais en fait, il y avait quand même une espèce d'élite de gens qui ont des moyens que j'ai pas, qui connaissaient les mecs des lycées alentours, qui se déplaçaient en scooter, qui avaient des voitures sans permis. Je sais pas si t'as eu ça au lycée. C'est la folie, ça. Mais je vois je sais que maintenant c'est un truc dans les quartiers fortunés, genre même dans le sud de la France, où t'as plein de gens qui achètent les nouvelles petites voitures électriques qui ressemblent. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais un gars qui s'appelle Léo Kassabi, qui est encore un de mes meilleurs amis, qui appartenait un peu à cette... j'avais beaucoup de gens de la communauté juive à sa mort, et donc c'était une communauté qui prenait assez de place dans le lycée, parce qu'ils étaient ils avaient leur groupe à eux, et ça
incarnait un niveau social, tu vois. Il n'y avait pas que des gens de la communauté juive qui avaient ce niveau social, mais tu vois, eux, ils étaient connectés du coup avec les gens de Victor Hugo à Paris, tu vois, Colette, ça venait de là. Il y avait un truc comme ça. Et donc, ils incarnaient un peu ce truc cool, tu vois, et un peu élitiste. Et lui, il appartenait à ça, mais il était un peu plus populaire. Il était un peu plus popu. Il avait une voiture sans permis, mais sa voiture sans permis, elle était d'occasion. Et tu vois, ses parents, il habitait dans un espèce de loft, mais c'était pas les pavillons, tu vois. Et c'était le mec qui pouvait accéder à ça, mais qui comprenait d'où moi je venais. Tu comprends, qui faisait un petit peu l'entre-deux. Et du coup, le fait que lui, ce soit devenu mon meilleur ami, et ben je traînais beaucoup avec cette communauté-là, avec d'autres gens dans sa mort qui avaient des pavillons au bord de Marne, qui est vraiment le Graal ultime. T'as vraiment la Marne face à toi et t'es plus du tout en Île-de-France. En été, t'as vraiment l'impression d'être en Suisse, quoi. C'est vraiment sublime. Et du coup, j'avais un petit peu un pied à droite, à gauche par l'intermédiaire de ce gars-là. Mais sinon, c'est des gens que j'aurais jamais croisés dans ma vie, quoi. Mais il n'y avait pas des riches qui se faisaient bolosser, genre des riches... Franchement, ça allait... c'est trop bizarre. C'était comme si c'était une bulle, ce lycée. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils traînaient à la Varenne, ils traînaient à Saint-Mandé. Tu vois, la communauté juive aussi de Saint-Maur était très proche ou sinon, il y avait des gens de Saint-Mandé qui étaient chez nous. Et en fait, les gens de quartier qui étaient pas si loin que ça, ils venaient pas dans ces trucs-là. Tu vois, c'était vraiment deux mondes qui étaient complètement différents. C'est marrant, aujourd'hui, mon petit frère, qui a 17 ans, qui vient d'avoir 18 ans, ça fait 2 ans qu'il a une voiture sans permis. C'est terrible pour moi. Je me rends compte que putain, mon petit frère, c'est ce gars-là que je jalousais quand j'étais petit. Est-ce que tu as été méchant avec des gens à cette époque-là ? C'est-à-dire ? Bah, tu sais, au collège, en particulier jamais. Quand t'es... Jamais. Moi, justement, le mec, le geek du lycée, le geek de la classe à qui personne ne parle et qui est très, tu sais, qui a une personnalité très particulière, qui parle d'une façon particulière, qui s'intéresse à des classiques du cinéma moi, quand j'étais à côté de lui, j'étais passionné de ce gars-là. Et j'avais toujours un rapport particulier avec ces gars-là et j'acceptais pas qu'on puisse se moquer d'eux. Moi, j'ai toujours été passionné par les personnalités. Par exemple, il y avait des jumeaux quand j'étais au lycée. L'un d'entre eux, c'était un fou furieux de cinéma. Il faisait, tu vois, les studios Ciné Live, les critiques de films. Oui, dans les magazines. Ouais. Lui, il en faisait des critiques de films. Il se faisait ses propres... Personne lisait ça, mais il se faisait ses propres critiques de films. Et c'était hyper bien écrit. On avait, je sais pas, 15-16 ans. Et moi, comme on avait le gothique du lycée, moi, ce gars-là, c'était mon pote. Pote avec tout le monde, quoi. Ouais. Est-ce que t'as eu le temps... Enfin, qu'est-ce que t'as fait après ton bac ? Déjà, t'as eu une mention au bac ou pas ? Ah, t'as pas compris vraiment ce que je t'ai raconté sur... T'as dû le passer 2 fois. Je l'ai eu au rattrapage. Au rattrapage de la deuxième fois. Ah, ok. Et ensuite, t'as fait quoi juste après le bac ? Je me suis raconté que j'allais à l'université. Ouais. J'ai fait 6 mois en fac de théâtre. Ouais. Et 6 mois en fac de langue. Mm-hmm. Je pense qu'en tout, j'y suis allé 7 fois. Ouais. Et ensuite... Déjà à l'époque, je jouais dans les scènes ouvertes à Paris, beaucoup. Donc ouais, j'ai 18-19 ans, je pense que c'est la période où on ne demande qu'à en rire. À cette période-là, je suis à l'école primaire, il y a un rôle qui s'appelle assistant de vie scolaire, qui est une personne qui va assister un enfant qui a des problèmes de dyslexie, de dyscalculie ou un handicap léger. Et donc moi, j'étais cette personne-là, mais dans la pratique, je m'occupais d'un groupe d'élèves. Parce que ce qui est dramatique dans l'éducation nationale, c'est que tu peux être au CP et être déjà en échec scolaire. Ce qui me paraît fou. Normalement, le CP, c'est le début de l'école. Moi, j'arrivais dans des classes, et c'était pourtant... c'était vraiment les classes de Saint-Maur, enfin, côté La Varenne. Mais il y a
petit noir de la classe qui a des difficultés à lire, qui connaît pas les lettres et qu'on met déjà sur le côté à faire des dessins. Et donc moi je m'occupais d'une fille, mais lui je le prenais avec moi pour essayer d'améliorer son niveau. Et donc j'avais 3-4 personnes comme ça. Je crois qu'en même temps que ça, je faisais peut-être livreur de pizza. Ouais. T'as des belles anecdotes de livreur de pizza ou pas? Franchement, j'ai effacé ça de ma mémoire. Ouais. Complètement effacé ça de ma mémoire. Ça a duré, je sais pas, 3-4 mois. Et en même temps, je faisais ça pour en complément de mon rôle d'assistant de vie scolaire. Et je voulais payer le cours Florent en même temps, puisque j'ai aussi fait le cours Florent. Mais voilà, ma vie après le bac, c'est ça. Parce que ma mère, j'ai la chance d'avoir une mère qui croit en tout ça. Oui. Ouais. Elle croit pas tant que ça en... Elle est pas broyée par cette pression de l'immigré qui veut que il faut que tu réussisses ta vie de cette façon-là. Elles sont... Et je pense que c'est la plus grosse leçon que je peux avoir si jamais j'ai des enfants, c'est... Son but, c'est qu'on soit heureux, quoi. Vraiment, qu'on soit épanoui, qu'on se fasse pas de mal, qu'on fasse pas du mal à autrui, sois épanoui, quoi. Tu vas faire un truc qui te plaît, tu travailles pour un truc qui te plaît, c'est le plus important. Alors il y a toujours un moment dans Small Talk où on parle quand même de ce pourquoi la personne est connue. Ah ouais? Ouais. Merde, putain, j'aimais bien cette discussion. Parce que sinon après les gens ils viennent pas. Peut-être toi tu serais venu. Je serais venu même s'il n'y avait pas les micros. Ah. Ouais. Ça c'est en retard. Tu fais partie des artistes qui ont choisi comme nom de scène juste ton prénom, Fary, comme Vianney ou Calogero ou Smaïn. Calogero, je l'aurais moins choisi comme nom de scène. C'est osé, c'est osé, c'est vraiment osé. Mais surtout, j'ai dû vérifier pour Calogero parce que est-ce que tu connais un autre Calogero, toi? Non. Putain, c'est vrai. Oui, il n'y en a pas. Enfin, putain, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui a pris à ses parents de prendre cette décision à Calogero? C'est ça la question. Ça vient d'où ce prénom? Ça vient d'où ça doit être italien. C'est quoi les recherches que tu as faites? Du coup, tu n'as fait aucune recherche? Ah non, j'ai juste voulu vérifier que c'était bien son prénom au départ, tu vois. Putain. C'est juste ça. C'est vrai que c'était pas très non, Calogero. Ma dai, Calogero. Est-ce que c'est un peu raciste? Je sais pas. C'est l'Italie, c'est des blancs, c'est bon. Je sais pas, j'ai l'impression que ça sonne un petit peu comme un nom de scène. Oui. Comme c'est un truc qu'on n'a jamais entendu. Oui. J'en ai rencontré pourtant dans ma vie. Oui. Ça m'a tout le temps déstabilisé. Je pensais jamais rencontrer un Fary dans ma vie, mais ça sonnait un peu comme un nom de scène. J'ai un peu fantasmé l'idée de que Lopez Brito, ça puisse, tu vois, être un nom. Mais en fait, Fary, ça suffisait. Ouais. Et comme mon prénom est assez singulier, je me suis dit, ouais ça marche. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive de renoncer à des blagues qui marchent parce que t'en es pas fier? C'est l'histoire de mon quotidien en ce moment. Ouais. Là, c'est tellement dur de... Tu sais, je fais tellement de trucs à côté. J'ai pas le sentiment d'être un artiste, tu vois, en ce moment. Et ouais, tu vois, je monte sur scène, ça rigole et tout, et moi je sors et ça m'intéresse pas, quoi. Ça t'intéresse pas parce que tu considères que ce que t'as fait, ça ne méritait pas? Parce que être un stand-upper, c'est pas juste se suffire du rire, selon moi. Et ça veut pas dire raconter un truc intéressant, c'est genre... C'est pas parce que... Tu vois, toi, quand tu prends la décision de faire un podcast, quand tu prends la décision de faire une interview, ta volonté, c'est de raconter quelque chose. Mais si tu fais small talk, c'est parce que tu veux aller raconter quelque chose d'une façon différente que les autres l'ont fait avant. Sinon, tu vas avoir le sentiment de faire quelque chose qui a déjà été fait. Et donc, la question, c'est celle-là. C'est à quel point je rajoute de moi à la discipline. À quel point je pousse le curseur un peu plus loin. À quel point c'est original et singulier, tu vois. Et ouais, ça m'arrive constamment. C'est l'histoire de... Là, je pourrais monter sur scène et jouer 40 minutes, mais il y a peut-être 2 minutes qui m'intéressent. 2 minutes dont t'es fier, en fait. Pas fier, même pas fier. Genre, en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment créé. Je suis pas juste en train de... Non, c'est même pas fier. C'est genre à quel point, par exemple, la blague, elle est facile à trouver. Tu vois, à quel point, si je vais sur ChatGPT, je lui dis, tiens, trouve-moi des blagues là-dessus, est-ce qu'il les trouve ou pas?
Je pense qu'aujourd'hui, une bonne blague, c'est une blague que ChatGPT ne peut pas trouver, par exemple. Ouais. Et donc, ça paraît anecdotique dit comme ça, mais ça veut dire que la majorité des gens ne trouveraient pas forcément cette blague. C'est là que tu sais que tu as quelque chose de particulier. C'est un travail de chercheur, quoi. Ouais. Tu cherches, tu creuses, tu te fais mal. Tu fais pas de blagues. Enfin, si, j'avais vu un de tes spectacles où tu faisais un tout petit truc sur l'accent. Enfin, tu faisais un tout petit accent portugais pendant un quart de seconde, mais tu le fais pas. C'est remarquable parce que c'est quand même facile, tu vois. Et j'ai l'impression que tu te l'interdis, contrairement à d'autres gens, à Jal par exemple. Alors vous imaginez si on mettait un portugais dans une série, un hold-up, et essayez de comprendre ce qu'il dit le mec. Boum, bah, et tout le monde marche sur l'ouverture. C'est moi qui le biche tout l'air. Et Jal, il le fait quand même très bien. Il le fait, franchement, l'Holocoptère. Moi, j'étais mort de rire. Ah ouais, ça nous a traumatisé ce sketch. C'était fou. Et en plus, moi, je l'ai vu tellement de fois en live. Ouais. Choqué des salles. C'est fou. C'est fou parce que, tu sais, en tant que stand-upper, il y a l'envie de kill, il y a envie de détruire des salles et en même temps de faire quelque chose de marquant et de différent. C'est assez dur de faire la part des choses parce que tu sais que quand tu vas faire une blague de cul, ça va fonctionner plus fort. Tu sais que quand tu vas utiliser l'accent, ça va fonctionner plus fort. Mais t'en reviens toujours à je suis en train de raconter quoi ? Pourquoi je fais ça ? Sur quoi on est en train de rigoler ? Tu vois ? Je pense que Jal, ça correspond aussi à une époque où on ne se poserait moins la question. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, là, tout à l'heure, on faisait des blagues sur l'accent italien. Il y a forcément un moment dans notre tête où ça pop. Est-ce que c'est cool de faire ça ou pas ? C'est des questions qu'on se posait moins avant et c'est bien que ce soit comme ça. C'est drôle si la blague, elle est drôle. C'est pas drôle si ce qui est drôle, c'est l'accent. Ouais. Tu vois ? En tout cas, c'est moins drôle aujourd'hui. Parce qu'on sait que c'est au détriment d'eux. Ce qui est marrant, si je fais une blague sur toi, si je te vanne, je suis pas un grand vanneur, mais si je te vanne, ce qui est drôle, c'est si ça te fait rire aussi. Oui. Et que c'est pas un truc qui me blesse, quoi. Ouais. Même si ça te pique un petit peu. Non, mais tu vois, il y a des trucs qui peuvent te piquer un petit peu. Moi, j'ai des amis autour de moi qui sont vraiment de très bons vanneurs. Il y a des moments où je suis les bâtards, mais c'est drôle. Ouais. Le sujet, il se place dans à quel point celui qui fait, il a du dédain pour celui qui dépeint. Tu vois ? Un homme blanc, c'est comme un homme aujourd'hui, cisgenre, qui hétérosexuel, qui fait des blagues sur les femmes, sur à quel point, par exemple, les femmes peuvent être émotives. C'est pas la même chose qu'une femme qui fait des blagues sur le fait que les femmes soient émotives. Je pense que le sujet, le débat, il est un peu là. Alors, si t'es ici aujourd'hui, c'est quand même que tu joues dans le nouveau film de Jean-Pascal Zadi. J'avais oublié. Je te jure, j'avais oublié. T'es fort, hein. Le nouveau film de Jean-Pascal Zadi, qui fait plein de... c'est marrant parce il y a quand même énormément de blagues dans Jean-Pascal Zadi, qui précisément, en fait, ce serait pas pareil si c'était un... Je me désolidarise complètement de tout ça. Ça s'appelle Le Grand Déplacement et ça raconte l'histoire d'une mission spatiale africaine. Je l'ai vu hier. C'est vrai ? Au Pâté Vepler, il y avait une projection de presse et j'ai beaucoup rigolé. C'est vrai, t'as rigolé ? Oui, j'ai vraiment rigolé. Ok. Fort. À quel point est-ce que tu l'aimes, toi, ce film ? Je l'ai vu qu'une fois. Oui. Donc, moi, j'ai une affection presque sans mesure pour Jean-Pascal Zadi. Parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est... et pas simplement dans les thématiques qu'il aborde. Non. Je trouve que la volonté qu'il a de faire ce qu'il veut faire dans le cinéma, elle est nécessaire. Même juste artistiquement parlant, en enlevant toute considération de culture ou d'ethnie dans ce qu'il raconte. Ce film-là, je pense qu'il vient se placer à un endroit de thématique. Et je parle pas de thématique raciale. Je parle de l'idée de faire un film ambitieux dans l'espace qui soit une comédie. Je pense que c'est important. Je pense que l'idée de la comédie, de revaloriser la comédie, on a eu des grandes comédies en France, dans le cinéma français. Mais plus on avance dans le cinéma contemporain en France, et plus les comédies, c'est associé à quelque chose de très populaire, de facile, de très... alors que y a des comédies qui racontent des choses très importantes. Il y a des comédies qui ne sont pas accessibles à tout le monde, comme il y a des films d'auteurs qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et moi, je pense que Jean-Pascal Zadi, c'est de la comédie d'auteur. Et je pense qu'on doit le mettre là-bas et le valoriser de cette façon-là. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Dedans, tu joues une sorte
de responsable RH de la mission spatiale qui est complexé d'être un métis parmi les gens qui ne le sont pas. Or, toi, dans la vie, t'es pas métis. Je suis pas du tout métis. T'es pas métis. Et je joue un antillais aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais n'empêche, est-ce que ça a quand même pu résonner ce personnage que t'as et en fait, qui est pas assez noir, en fait? Bah oui, parce qu'il y a du colorisme aussi dans la communauté noire, qui est pas nécessairement violente, mais tu sens la différence que tu peux avoir à être perçu comme un métis ou être perçu comme un noir. C'est genre, toi, tu vis forcément les choses moins que nous, ou tu appartiens un peu moins à une certaine histoire que nous, on a vécue. Mais moi, je l'ai vécu parce que je dois tout le temps expliquer que je le suis pas. Ouais. Tu vois ? Et même des fois, on me dit « Ah, bah si, tu l'es. » Et donc, il y a le côté... c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure de quand j'étais au Portugal. Ouais. C'est, du coup, je suis ni l'un ni l'autre. Tu vois ? Quand je suis d'un côté, on me dit « T'es vers les noirs » et quand t'es... Tu vois, c'est aussi un truc qui est pas évident à vivre. Donc, je me suis plus retrouvé dans le personnage, dans la volonté qui le dépasse de vouloir défendre des choses, presque trop. Et ça dépeint des gens que j'avais autour de moi. Ça met à un certain endroit des personnes qui ont des combats contestataires. Et ça pose la question de à quel point la forme du message, elle est importante par rapport au message. À quel point la façon d'incarner un message, elle peut faciliter ou rendre complexe un message. C'est tout le sujet de tous les débats qu'on essaie de porter en ce moment. C'est comment ma colère, elle est justifiable, mais est-ce que je peux réussir à la justifier dans mon message ? Est-ce qu'elle va pas retirer à mon message ? C'est très... c'est violemment vérace sur ce qu'on vit au quotidien. La dernière partie de Small Talk, ça s'appelle En vrac. L'idée, c'est que maintenant, la question... il y avait un vague truc chronologique jusqu'à présent qui va disparaître. Que j'ai pas perçu. Voilà, qui était pas hyper... on pouvait pas le percevoir complètement, mais il y avait quand même un petit truc, quoi. On est parti de l'enfance et on est arrivé un peu à l'âge adulte. Là, c'est en vrac. Hein. Vraiment, Allez. J'ai demandé à Paul Mirabel, à son avis à lui, pourquoi... Quelle erreur. Il était... Juste après, j'ai demandé à Paul Mirabel, mais t'aurais jamais dû lui demander quoi que ce soit. Pourquoi, à son avis à lui, il était devenu quelqu'un de timide ? Est-ce que... Devenu ? Pourquoi est-ce qu'il était quelqu'un de timide, en fait ? Qu'est-ce qui avait fait dans son histoire qu'il était devenu quelqu'un de timide, qu'il était quelqu'un de timide ? Et toi, j'ai envie de te poser la question inverse. En fait, j'ai pas l'impression que tu sois timide du tout. Pourtant, je le suis. C'est vrai ? Ouais. T'as pas l'air. Mais peut-être parce que t'es très fort pour le cacher. Non, parce qu'en fait, pour que je le sois pas, si quelqu'un vient et me tend la main, est gentil et cool, et je sens un vrai intérêt, qu'il y a une connexion, je vais être à l'aise. En fait, c'est à l'endroit de l'aisance. Si j'arrive quelque part et qu'on me met à l'aise, je vais être cool, détendu, faire des blagues. Tu vois, moi, par exemple, pour que je puisse être drôle, il faut vraiment que je sois très à l'aise. Mais sinon, si j'arrive quelque part, tu m'invites dans une soirée, il n'y a que toi que je connais, et le reste, c'est des amis qui se connaissent entre eux, et qu'ils viennent pas nécessairement... Je deviens un enfant. Juste demander au restaurant... c'est pas ce que j'ai commandé, c'est terrible pour moi. Mais je pense que l'idée me vient du fait d'un truc dans la façon dont j'ai l'impression dont tu poses ton corps. Tu sais, j'ai l'impression que tu sais toujours quoi faire avec tes mains, par exemple. Tu vois, ce truc de genre, mais alors, moi, il y a plein de moments, tu kiffes ou quoi ? Mais je te kiffe grave. Non, parce qu'en fait, on va dîner après. Je fantasme complètement ma race, tu vois. Mais genre, j'ai toujours vu une différence, tu veux, entre moi, où genre vraiment, il y a plein de moments dans ma vie où je dis, mais je les mets où mes mains d'habitude ? Et les gars qui se posent pas ce problème. Je suis juste quelqu'un d'un peu superficiel. Je suis obsédé par l'idée de l'apparence. De l'apparence, c'est ce qui m'attire aussi chez les gens, tu sais, l'élégance, l'aisance. Donc je pense que c'est aussi un apparat pour me protéger qu'on me voit vraiment moi. Regarde ce chapeau, les piercings et tout, ça me cache, quoi. C'est juste ça. T'inquiète, ça va aller.
Donc, parce que, est-ce qu'il y a des trucs que t'as fait dans le passé et aujourd'hui, quand tu repenses, tu fais genre... Mes premiers sketchs. Ouais. Ouais. Les premiers sketchs. Un film que je citerai pas. Qui n'est pas tout simplement noir, évidemment. Ouais. Et puis certains looks. J'ai fait un truc qui s'appelle c'était l'humour en capitale. C'est le premier, c'est un concours. Avant, ça s'appelait Paris fait sa comédie. Ouais. C'est là que Kev Adams a pété. Et donc, c'était devenu l'humour en capitale. Et il y avait un espèce de concours où tu faisais un sketch et il y avait une finale. Et j'étais en finale. J'ai gagné un prix avec Alban Ivanov, figure-toi. Et un jeune autre humoriste qui a pas continué, qui a moins continué, qui s'appelle Paco Pérez, qui joue encore un petit peu. Et la dégaine que j'ai à cette finale, c'est waouh. Ça provoque ta douleur aujourd'hui. C'est terrible. Ouais. Il y a une photo sur Google Ouais. de moi qui tient un espèce de le prix SACD dans la bouche et où je crois que je suis comme c'est terrible. Ouais. Ouais. Et j'ai une dégaine. Il y a des trucs comme ça que. Et tu peux faire genre une sorte de petite douleur. Quoi. Ouais. Et en plus, tu sais, les gens qui vont chercher tes photos pour ce genre de truc ou tu sais dans un dossier, dans une interview, ils vont toujours prendre les pires photos de toi et c'est tout le temps la photo qui ressort. C'est en particulier. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Ah ouais, c'est vraiment une thérapie, genre ton truc. C'est terrible. Qu'est-ce que je pense de mon propre visage ? J'aurais adoré avoir les yeux creux. Ouais. Rentrer à l'intérieur des orbites ? Ouais. Ok. Là, ils sont à fleur de visage. Et, presque globuleux. Ouais. Je trouve que ma peau, elle est pas claire. On sait pas où est-ce que tu te positionnes. C'est quoi cette couleur ? Est-ce que t'es un arabe ? Est-ce que t'es métis ? Est-ce que t'es un espèce de noir qui a pas pris le soleil depuis trop d'années, genre. Mais je suis pas. Si la question c'est est-ce que je me trouve beau, la réponse est non. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu penses de ton propre corps ? En fait, tu veux vraiment que je reparte d'ici avec beaucoup moins de confiance en moi ? Non, tu veux dire non, je sais pas. Est-ce qu'on t'a déjà posé cette question ? À moi, en fait, la vérité, c'est que si je fais small talk, ces questions-là, c'est des questions que... Tu te poses à toi-même ? Non, mais même que j'ai pu poser à des gens mais comme toi. ça. À moi-même, qu'est-ce que je pense de mon propre corps ? Mon corps, ça va pas. J'ai pas envie de faire quelque chose pour. Donc j'aime bien être dessiné, donc j'essaye d'être maigre. Parce que ça me saoule. Ça prend pas de temps d'être maigre alors que ça prend du temps de faire du sport, tu vois. Ça me prend même moins de temps. Ouais, tu manges pas. Exactement, tu manges pas, tu vois. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans le corps d'un homme. Ouais. Pas que je me sens femme. Oui. Je te laisse développer. On n'est pas encore là-bas. Ouais. Peut-être vers 50 ans, ça va. Non, je me sens dans le corps d'un garçon. Ouais. Voilà. C'est ça que je pense de. D'accord, de mon oui. corps. Oui, c'est pas, c'est opposé à garçon et pas. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? C'était une question juste après. C'est vrai ? Pour toi. Non, je te crois pas pour de vrai. C'était est-ce que tu pleures facilement, mais c'était. C'est la question favorite de Panayotis Pascal. Ouais. La dernière fois que j'ai pleuré, mais c'était il y a Très longtemps ? très très peu de temps. Je pleure tout le temps, moi. C'est vrai ? Je pleure très très facilement devant des fois Devant des films ? Devant des films, alors tout le temps. Putain, moi, j'essaie tout le temps de me retenir. Quand ça monte et tout, je ne suis pas de pleurer devant un film. Je te jure, c'est terrible. Ah, non, c'est des rapports entre genre idées supérieures qui rapprochent des gens différents, mais le film peut être à chier. Juste l'idée genre la musique, le foot, la danse, le hip-hop, la voile, le racisme. non mais vraiment n'importe quoi. Voilà, genre il s'aimait pas et maintenant grâce à ça il s'aime. Je pleure direct. Je pense que j'ai pleuré une fois devant un écran. Ah ouais. Et j'étais en rupture et tout. Mais je sais pas si j'ai déjà raconté ce truc-là. Et c'était genre une reprise de Francis Cabrel par Shakira. Mm-hmm. Et le mélange des deux. C'est venu me cueillir. Ouais, je sais pas pourquoi. Et là, oh non. Je sais pas si je pleurais de tristesse parce que j'aime trop Cabrel. C'était assez fou. Je Ouais, l'aime à mourir. Je suis le gardien de ce nez, je l'aime à mourir. Non, mais je crois que je peux comprendre. Enfin, de toute façon, moi, je pleure à tout, donc y compris à ça. Machin, quoi. C'est quoi la chose la plus illégale que t'es faite de ta vie ?
Je cherche des choses qui ne sont plus répréhensibles. Ouais, Ok, ouais, c'est ou, pour ça. Je sais pas, prescription, quoi. J'ai tué quelqu'un, mais il y a vraiment longtemps, donc du coup, c'est. Tu vois. Conduire sans permis, peut-être. Conduire sans permis. Parce que tu l'avais perdu ou parce que tu l'avais pas encore? Les deux. Les deux. Les deux. Peut-être frapper un chauffeur de bus. Ouais. Je te donnerai aucun contexte. D'accord. Aucun contexte. Voilà, donc les circonstances. Juste, lesquelles- j'espère que tu conduis pas des bus. Parce D'accord. que ça peut partir en couille à parce tout que moment. ça m'énerve. T'es là avec ton bus, tu conduis, ça peut me Non, casser. c'est un chauffeur de bus qui m'a agressé Ah ouais. quand j'étais jeune et je me suis défendu. Ouais. Ouais. Et Donc- j'ai fait de la garde à vue à cause de ça. Donc tu sais te battre. Je pense que oui, j'ai pas fait depuis longtemps. Enfin, j'ai été confronté à ça il y a pas longtemps. Mais On t'a proposé de te battre et t'as. et j'étais en mode peut-être demain 17h si t'es Ouais. dispo. Non, on m'a agressé il y a pas longtemps. Mais je pense que je sais parce que tu sais j'ai toujours baigné dans les arts martiaux depuis petit, mais je suis pas fan de l'idée. J'aime me voir comme un espèce de sage. Ouais. Mais en fait l'idée entre il y a pas de révolte ou de révolution, je pense, qui se font sans violence. Et à un certain... Tu vois, j'ai été confronté à ça très récemment. Il y a un moment donné où il n'y a pas d'autre dialogue, je crois, que la violence. Parce que être bon et être gentil et être intelligent, il y a des moments où tu peux perdre quand tu n'es pas face à quelqu'un qui parle ce langage-là. Et quand le langage, c'est que celui de la violence, malheureusement, je crois, je suis pas au bout de la réflexion, Ouais. malheureusement, je crois que quand tu as tout essayé, des fois, ouais. Et t'as des techniques où genre t'appuies là et Non, pas jusque-là. Non. Mais je suis bon avec mes jambes. Les coups de les peu de fois où je me suis battu dans ma vie, c'était un truc que je savais pas gérer, les coups de pied des autres. Parce que ça... Des autres? T'as coups été dans des grandes bagarres, hein. Ouais. T'as dit les coups de pied des autres. Ça veut Ouais, dire ouais. que t'as plusieurs Non, coups de pied c'était- qui sont arrivés en même temps. Ah oui, il y a une fois en 5e, il y a plusieurs personnes qui m'ont Wow. qui m'ont attaqué ensemble. Ok. Et donc je me suis pris des coups de pied. Et aussi ce Tu truc. te faisais bully, hein? Ouais. Moi, C'est c'était- pas vrai. C'était horrible. Moi. C'était vraiment. Non, vraiment? Ah vraiment, ouais, vraiment. Alors je sais pas, il y a sans doute il y a pire, mais Ouais. vraiment, je pense on peut vraiment dire bully quoi. Non et j'ai. et Mais le t'étais genre dans les premiers de la classe et tout? truc- Ouais. Bah ouais, t'es Castelnau, énervant. l'intello, ça. T'avais déjà les lunettes? Non, ça fait 6 mois ça. Ouais. C'est vrai? Ouais. Elles te vont Mais super je bien. sais. Putain, je sais. Ça fait toute ma vie, j'ai voulu avoir des lunettes et enfin ma vue a baissé quoi. Mais tu attends, vois, est-ce que tu faisais du sport, genre? Non, Non, t'étais pas bon en sport. J'étais un petit, tu vois, Me dis pas que tu lisais des livres au collège. Genre, tu ramenais ton propre livre. Moi, je te frappe même aujourd'hui. Mais- Pana que j'ai reçu ici, il m'a dit genre putain si t'avais été aussi poilu que ça au collège, je t'aurais bien niqué ta race aussi. Mais Et lui, ouais, et j'étais déjà, c'était ouais. un vrai bully, lui. Ouais, Lui, ouais, je c'était pense, vraiment. ouais. Mais en plus, il se liait aux gens plus âgés que lui pour bully des gens de son âge. C'est dingue. C'est une merde ce type. Alors qu'il a Ouais, tout ouais, pour ouais. que. Normalement, c'est lui qui Oui. doit subir de l'harcèlement. Mais ouais. C'était pas Mais- du tout ce gars-là. Mais ça prouve sa Ouais. puissance quand même. Ouais, très intelligent. Non, il y a un truc que je savais pas gérer aussi, c'est tu donnes un coup de pied et on te prend le pied et là t'es baisé. quoi. Terrible. Donc il faut Normalement, le faire. t'envoies le deuxième. Mais, ah oui, tu fais comme ça et tu Bah oui. t'appuies sur l'autre pour Bah faire oui. un coup de... Oui, ouais, alors ça c'est un niveau de technique. que Si on j'ai t'attrape jamais, le deuxième, après là, t'es foutu. quoi. Ouais. Appelle à un ami. Là, c'est vraiment. Est-ce que t'as des amis de droite? Bah, j'ai que des artistes à succès autour de moi. Ouais. Ouais. Donc ils sont au moins en partie. Je sais pas si ça veut toujours dire quelque chose aujourd'hui, parce que est-ce que moi je suis pas un peu de droite vu que ça me saoule de payer des impôts. Oui. Mais oui, j'ai des amis de droite. Est-ce que j'ai des amis d'extrême droite? C'est ça la question aujourd'hui, je pense. Ah oui. Ouais. Oui. Non. Mais oui, j'ai des amis de droite parce que j'ai des amis qui ont des grosses entreprises et dont parce que c'est particulier. Est-ce qu'une politique économique, ça va forcément avec une politique sociale? Mhm. Tu vois, est-ce que forcément, quand tu fais en sorte que les gens qui ont des entreprises puissent garder des avantages, est-ce que ça va pas à l'opposé d'une volonté sociale? J'ai l'impression que voilà, avoir du succès avec une boîte, c'est Forcément un peu être de droite, quoi. Ouais. C'est quoi le plus gros animal que tu as tué de ta vie?
Est-ce qu'un insecte, tu considères que c'est un animal? Je pense, ouais. Ah Alors, bon c'est communément admis que c'est pas très grave de les tuer. Ok. Mais, quand même, donc t'as jamais rien tué de plus qu'un insecte parce que c'est. Tu veux dire volontairement? Oui. Parce que sinon t'as. Parce Bah oui. que il y a peut-être un lapin qui est décédé Oui, à oui, cause oui. de moi. Mais genre t'as pas tué, je sais pas, un poisson par exemple, ou genre une petite souris, ou un hamster, ou pire un chat. Bizarrement, tes questions me font de plus en plus peur. J'ai l'impression qu'on avait vraiment déjà passé ce stade-là. Et plus on avance dans l'interview, Non, parce que t'as dû voir dans et mon plus regard je me dis, de- mais est-ce que c'est un psychopathe? Je me faisais bully. En fait, ce podcast, c'est ce qui te sauve de ne pas Ouais, tuer ouais. des gens, Ouais, finalement. ouais, de pas être Jeffrey Dahmer, ouais. Oh, Ouais. c'est dingue. Ouais, ouais. J'ai jamais tué un être vivant, mais de quoi vous parlez? Mais t'as tué qui, toi? Non, alors moi je trouve que j'ai tué un poisson, voilà, c'est ça, avec Genre, tu un l'as- arc et une flèche. Ah, dans l'eau, genre? Dans le. Bah, Ah oui, tu considères Généralement, la les pêche, poissons, du coup, ils viennent- comme... ouais, oui, ok. Ouais. Non, jamais. Jamais, mais bravo. Enfin, j'ai pas de. D'être une bonne personne? Ouais, Ouais. ouais. D'accord, t'as pas fait de la chasse par exemple, tu vois, non plus. Terrible. Ouais, J'arrive, ça. je comprends pas ça. Moi, je trouve ça chelou aussi. Mais c'est quoi la plus grande douleur que tu as ressentie de ta vie? Ah ouais. Une rupture, je crois. Hein. C'est terrible. Ah, ouais. Ouais. Là, je pensais plus à genre, tu sais, une luxation. Ah, douleur comme Ouais. ça. Ok. La plus grande C'est un peu douleur. une luxation de l'âme. Ouais. mais, Non, parce que tu sais, il y a des gens. J'ai très peu de gens de ma famille que je connais qui sont décédés. Mais la rupture m'a fait plus de mal, quoi. C'était ça que je voulais dire. Mais une douleur physique, Ouais. je pense assez petit. Mon pouce dans l'encolure de. Ouais. Et mon frère qui ferme la porte parce que je suis en train de le. Ouais. Et Exprès? j'ai encore. Ouais. Mais il le voit pas. Ah ouais. Non, c'est pas là, c'est là. Ouais. Tu vois encore la cicatrice là. Ah oui, là. Ouais. Et vraiment le doigt, on voit l'os et tout. Ok. Je pense que c'est la plus grosse douleur physique. Elle est bien. Ouais. Et j'ai Elle est ça bien. aussi. Ah oui, il est pas normal. Enfin, il est différent. Quoi. Est-ce que je faisais du football américain pendant très longtemps quand j'étais ado? Ouais. Ouais. C'est rare. Les météores de Fontenay-sous-Bois et je reçois un ballon et je l'attrape et en fait cet os là est passé au-dessus de l'autre. Est-ce que si on te disait tu vivras jusqu'à 75 ans en parfaite santé, mais ensuite direct tu meurs, Ouais. ou enfin est-ce que tu acceptes le deal? Ça ne veut rien dire. C'est pas possible, ça n'existe oui. pas ce deal dans la Tu vraie vie. vis- non, Mais tu je te vivras- demande de Mais attends, excuse-moi. de l'imaginer. T'es en train de m'escroquer. Tu vivras jusqu'à 97 ans, ok? Mais peut-être tu meurs demain. Bah du coup, je vis pas jusqu'à 97 ans, tu te Non, fous mais de ma gueule. il y a une incertitude. Il Bah- y a le deal, c'est soit t'es sûr de vivre jusqu'à 75 Ouais. ans en parfaite santé, soit c'est C'est ça. pas c'est ça. maintenant, Est-ce que quoi. je peux te donner le deal parce que ton deal il marche pas du tout. C'est normalement c'est. Est-ce que tu vis jusqu'à 75 ans en parfaite santé mais tu meurs à 75 ans? Oui, c'est ça. Ou est-ce que tu vis jusqu'à 97 ans mais tu vas peut-être avoir un cancer, tu vas avoir, enfin tu vois, tu vas être en très mauvaise, tu vas pas pouvoir marcher, peut-être tu vas devenir Oui, puis- Alzheimer, peut-être tu vas avoir un œil aveugle. Oui. C'est ça le deal. Oui, puis peut-être et puis aussi t'as aucune certitude de vivre jusqu'à même demain. Bah du coup c'est pas, j'ai pas le choix de vivre jusqu'à 97 ans. Non mais Non. tu te fous de ma gueule ou quoi? C'était un exemple dans. Ça marche pas peut-être- du tout. Peut-être que tu vis jusqu'à Non mais 87 qui ans, va mais te t'as pas de dire, certitude. qui va te dire, ah non, bah je vais prendre l'option ou peut-être je meurs demain plutôt que de... ça fonctionne pas. Bah, ça s'appelle la vie. Mais- non, je te dis juste. Alors, est-ce que toi, ça tu s'appelle préfères la vie vivre ou est-ce que tu préfères peut-être mourir demain? C'est quoi cette question? Mais non, je vais peut-être pas été clair. Jusqu'à 75 ans, genre, on te signe et c'est sûr que tu ne mourras pas avant. Ouais. Ok. Ouais. Mais en revanche, si tu ne signes pas ce deal, Ouais. peut-être que tu mourras bien après. Donc peut-être que tu vas vivre 24 ans de plus. Peut-être que tu vas Ah vivre ouais. 24 ans de moins aussi, mais il y a une incertitude. Mmh. On te donne C'est une sûr. certitude. Ok, C'est sûr, voilà. d'accord. Bah oui, 75 ans. Ok. Voilà. 75 ans, c'est fou déjà de s'imaginer vivre Ouais, à bonne 60 santé. Ok, jusqu'à tu prends le billet. 75 ans. Évidemment, c'était- plus t'avances en âge, moins le deal est intéressant. Parce que si on te le fait à 74, tu fais genre, bah non, Ouais, je vais bah prendre oui. le risque. Quoi, Ouais, tu vois. bien sûr. Ouais. Si tu devais être exécuté publiquement, tu choisirais quel mode d'exécution? complètement taré. Ouais. Mais je te Complètement demande de te foutu. mettre dans T'es cette... foutu, en fait. dans cette- C'est foutu. C'est la fin. Je sais pas comment t'as tenu jusqu'ici. Publiquement? Exécution publique, ouais. Parce que toi, tu te dis peut-être il faut un truc un peu spectaculaire. Comment on meurt cool? Je pense qu'il faut y penser, disons. Parce que ça va quand même être la dernière image de toi pour l'éternité.
Putain, mais qui pense à quand que je me ferais exécuter, frère? Tu peux me dire, j'ai pas de réponse à cette question. Ah ouais, ça, tu m'as pas donné l'option. Ouais. Non, je pense que le plus doux possible. Ouais. Ouais, tu sais, il y a Petite picouse, quoi. petite seringue, ouais. Ok, très bien. Je pense. Petite picouse. Ou, tu sais, comme Will Smith dans le film, là. Cette vie. Il fait quoi? T'as pas vu cette vie? C'est pas vrai. Mais du coup, j'ai pas envie de te le spoiler. D'accord. Tu sais, avec les méduses. Non, moi j'ai vu I'm a Legend. T'as pas vu cette vie? Non. Tu vas le regarder ou pas? Bah ouais, ou je te le spoil? Non, le spoil pas. Je vais regarder. Bah regarde-le. Ok. D'ailleurs, Will Smith, ça t'a rendu triste la claque à Chris Rock? Il y a rien que je puisse trouver de plus débile que ça. Je pense que t'es une sombre merde quand tu fais ça. Parce que une blague, il y a aucune blague qui mérite quelconque forme de violence, tu vois. Et s'il y a un malentendu, bah tu t'expliques, tu demandes des explications et tout. Ça m'a pas rendu triste parce que du coup, en tant que stand-upper, tu te dis putain, ça va être cool pour lui de le raconter. En fait, c'est surtout de voir un gars comme Will Smith qui est un héros de l'enfance, de le voir faire ça, c'est... Moi, j'ai pas cru pendant très très longtemps. Je me suis dit non, c'est impossible. J'étais un peu du coup content de ce que Chris Rock en a fait. Moi, Chris Rock, c'est vraiment le stand-upper qui m'a fait tomber amoureux du stand-up. C'est mon numéro 1 pendant très longtemps. Donc j'étais content que bah, malgré tout, il y a une justice. Ça lui a permis de revenir vraiment sur le devant de la scène. Et ceux qui ne connaissaient pas encore Chris Rock, son nom, il est devenu ancré un peu plus dans l'histoire du divertissement mondial, quoi. Mais ça m'a énervé plus que rendu triste. Est-ce que tu as déjà été jaloux du succès d'un ami? J'ai déjà été jaloux du talent d'un ami. Ouais, pas du succès, parce que Panayotis, par exemple, Panayotis c'est encore plus compliqué parce que je lui ai vraiment donné tout ce que je savais moi du stand-up. Il faisait pas de stand-up quand je l'ai rencontré. Ouais. Et je me suis vraiment dit, c'est lui qui est venu me voir au départ. Et j'ai dit putain, ce gars-là, il comprend le stand-up. Il a, à un moment donné, quand il va réussir à maîtriser son karaté, ça va être exceptionnel, quoi. Et donc on a beaucoup travaillé avec lui, avec Jason. On lui a fait, on a tâché d'essayer de lui transmettre tout ce qu'on connaissait pour qu'il ne perde pas de temps. Et aujourd'hui sur scène, il fait des trucs que moi je fais pas, honnêtement. Il raconte des choses intimes et profondes sur ce qu'il vit, qui sont vraiment sincères, qu'il arrive à rendre drôle. Et en toute honnêteté, c'est un truc que je sais pas encore faire. Et ça, c'est pas de la jalousie, mais ça te déstabilise, t'es un peu envieux. Ouais, mais c'est pas malsain. Dernière question. Non. À quel point est-ce que tu penses à la mort? Ah, c'est marrant comme question. Ouais. C'est pour finir, une petite touche de légèreté. C'est marrant, j'y pense beaucoup récemment. Ouais. Et ça te fait pas paniquer? En fait, c'est très marrant parce que récemment, j'y pense beaucoup et justement, ça me plonge dans un vortex terrible. Et il y a une ex à moi à qui je parle plus du tout. Tu sais, il y a toujours cette ex où tu veux pas la voir, tu veux pas la croiser. Bah, c'est elle. C'est un truc que je garde d'elle, c'est qu'une fois on parlait de la mort, elle m'a dit, tu sais, si le paradis n'existe pas, ça veut dire que la mort, tu la ressens pas. C'est comme quand tu dors. Et en fait, à chaque fois que je tombe dans ce vortex, je pense à cette phrase-là. Au fait que bah, si ça arrive à un moment donné, bah, tu le sentiras pas parce que tu seras pas en train de le vivre. Mais je crois que la pensée qui vient remplacer celle-ci, qui est plus effrayante, c'est la mort des proches. Celle-là, elle est plus effrayante. De se dire, bah, cette personne-là, des fois ça m'arrive de voir des photos, par exemple, de ma mère, et de me dire, un jour c'est tout ce qui me restera d'elle. Ouais. Ça, c'est effrayant. Ouais. Bon, on va quand même finir sur une autre question. Est-ce que tu pourrais avoir du désir pour une personne nazie? Pourquoi la question, c'est pas est-ce que tu as déjà eu? C'est encore mieux. Mais bien sûr, et c'est m'arrive régulièrement. Excuse-moi, j'en connais pas assez. Oui. Mais est-ce que tu arrives à te... Tu vois, genre,
Dieu que cette personne est belle à voir, mais Dieu que son âme est noire, mais quand même Dieu qu'elle est belle à voir. Bah, franchement, je peux citer mon ex. Elle était d'un nazisme si pur. Mais tu sais, il y a forcément des gens qui sont terriblement mauvais, mais qui dégagent quelque chose. Mais je sais pas, on n'a jamais vécu, nous, de rencontrer des nazis. On sait même pas dans quel état d'esprit certains étaient. En fait, je pense que y a certains films historiques qui te plongent assez dans cette époque pour que tu te dises que eux ils s'en rendaient pas compte. Oui. Donc, quand ils étaient confrontés à oui. Tu vois, je sais pas si tu l'as vu ce truc sur Chanel. J'ai pas vu le film de Chanel, mais je connais. Tu sais, non, il y a une série. Ah, pardon. Il y a une série. Et elle fréquentait vraiment, elle était dedans et tout, et tu arrives à lui trouver des espèces de circonstances atténuantes, parce que tu te dis, bah, peut-être qu'à un moment donné, t'oublies que le gars, tu vois, il appartient à ça, quoi. Elle a quand même essayé d'utiliser des lois anti-juives pour jarter les juifs de son entreprise. C'est fort. C'est quand même... Waouh. C'est balèze, ouais. C'est fou, toutes ces questions que tu te poses à toi-même, en tout cas. Hein, non, mais... Non, mais c'est vrai. Oui, parce que c'est pas des questions que tu poses aux gens, c'est des questions que tu te poses à toi-même à la base. Oh bah, ça peut être des trucs à voyage en voiture, genre, vous pensiez que, tiens, c'est quoi ton médicament préféré? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça t'arrive des fois que tu penses à ces trucs et tu les notes dans ton téléphone? Ça, je vais la poser la prochaine fois. Ouais, ça peut m'arriver, ça. Mais surtout, c'était au début où, genre, je me suis dit, attends, les conversations que j'ai eues dans ma vie, qu'est-ce qui a donné lieu à des trucs sympas? Et voilà. T'as encore un peu de temps, là? Non, c'est fini. Putain, je peux te poser une question? Vas-y. C'est quoi la conversation qui t'a le plus surpris? Première fois que j'ai reçu vraiment quelqu'un qui était un peu un héros, quoi. Non, que la conversation, la conversation. En mode, ça t'a complètement sorti de ce que vous étiez en train de faire et tu t'es dit, putain, cette personne, j'aurais pu aller dans un café et ça aurait été extraordinaire. Je sais pas si ils font tous chier. Ils font tous chier. Non, Éric Judor, c'est la première fois que Éric Judor, c'était la première fois où genre putain et on faisait des blagues et machin. Et ma théorie à moi, c'est que c'est l'homme le plus drôle de France. Je pense aussi. Hein. C'est ma théorie. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et en plus, il te rend drôle. il arrive à te faire croire que t'es drôle. C'est mieux que la mort, ça a comme fin, non? C'est beaucoup mieux. Merci Farid. C'est trop bien. Merci à toi. Wow. Il s'est passé quelque chose sur cette poignée de main. Il s'est complètement passé quelque chose et ça n'a pas été une catastrophe, ça a été une presque catastrophe et c'est comme ça qu'on aime finir. Et salut David. Ça va bien? Ça va et toi? Il fait des checks tout le temps à la Combi. Je m'y ferai jamais à ce truc. Voilà les nouveaux locaux de Combini, David. Donc je voulais te présenter ta nouvelle cafette. Vas-y, avance. Attends, parce que là, je suis vraiment à l'aveugle. Hein. Là, t'es à l'aveugle. Si je me prends un truc, c'est de votre faute. Tu peux ouvrir les yeux. Ah ouais! C'est sobre. Il y a vraiment un côté Hélène et les garçons, cafette de AB Productions, quoi. C'est bien, hein? Oui. C'est un compliment plutôt. Ça, c'est une fausse équipe de baseball qu'on a créée. Ça s'appelle les Mighty Mugs. Génial! Vous avez l'info que j'ai fait du baseball. Bah bien sûr. Mais drill, recognize drill. Là, vraiment, il y a. Alors, je vois que c'est moi et Kershak, mais je comprends pas la ref. Alors, real recognize real, c'est une phrase très connue dans le rap. C'est les vrais reconnaissent les vrais. Ah! Et vu que Kershak qui fait de la drill. Mais bien sûr. Et moi, c'est vrai que du drill, je le reconnais tout de suite parce que moi-même, je suis très drill. C'est ça. C'est très vrai ce que tu portes le drill sur toi. Je porte le drill pour toi. DCL 2027. On y croit ou pas? C'est un peu tôt. Moi, je dirais plutôt 2032. Je n'ai pas le permis, donc je prends le taxi. C'est Uranus Vigilant. Ah. T'as la ref ou pas? Mais oui, Anus Vigilant, c'était mon code sur Caramel. Et Uranus Vigilant, c'est une blague qu'a faite Antoine Daniel. Ces interviews sont si cool que j'aimerais être connu juste pour aller faire. C'est bien. Vrai commentaire YouTube. Bien commentaire YouTube, quoi. Putain, c'est cool. Et c'est vrai que la première impression, tu fais genre. Et en fait, c'est plein de petits Easter eggs. En fait, ça, on va pouvoir les updater souvent, mais c'est des vrais commentaires de gens. Ça, c'est bien. On a conscience de nos défauts. On les met en avant. Bravo, c'est vraiment très bien. Quoi. Puis il y a une sorte de profondeur historique maintenant, tu vois, qui fait plaisir, quoi. Tu vois. Bon cet épisode il est fini, va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous,
je le ferai. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Il y a quelqu'un qui a utilisé mon mug pour faire des trucs. Transférer mon café. Ah bah il y a quelqu'un. Ah non mais ça c'est pas le tien. Ça c'est celui de la maquilleuse. Le tien tu l'as peut-être dû le poser à elle. D'accord. La maquilleuse a un mug avec mon Avec ton nom. Ouais. Tout le monde. Un mug. Normalement, c'est la règle. Sache que ils te font passer pour un psychopathe. Hein. Quoi? Il y a pas mon nom sur ton mug? Donc celui-là c'est pas vraiment le tien. D'accord. C'est pas hyper grave pour moi, mais généralement vous aimez bien que ce soit cohérent. Parce que. Tu l'as mis où le tien? Mais je sais pas où j'ai. Ah, tu crois que c'est de ma faute en fait? Oui parce que tu l'as posé. ça c'est possible.